Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour notre webinaire sur le thème intelligence artificielle au-delà de l'apprentissage automatique. Je suis Marianne Balogun, j'aurai donc le plaisir de modérer cette session. Un grand bonjour à tous nos participants. Merci d'être si nombreux, d'avoir pris le rendez-vous. On espère que les autres inscrits vont nous rejoindre par la suite. C'est une joie de vous rencontrer ici pour explorer ensemble la programmation par contrainte. C'est pour vous que la séance a été organisée, donc soyez relax. Je peux voir que nous avons une audience exceptionnelle aujourd'hui, pleine de passion et d'expertise. Préparez-vous par conséquent à plonger dans une session remplie d'informations passionnantes. Vous ne voudrez sûrement rien rater. Ayez peut-être votre café ou votre bouteille d'eau à côté. Assurez-vous de vous éloigner des bruits. Ça ne sera pas juste une présentation, c'est aussi une opportunité pour échanger. Donc, votre participation va ajouter une valeur inestimable à ce webinaire. Nous voulons que vous vous sentiez à l'aise et impliqué tout au long de cette session. N'hésitez pas à laisser vos questions et vos réflexions dans le chat tout au long de la présentation de notre invité. Il y aura de même, conformément au programme, une phase de questions où vous aurez la parole. Et avant d'intervenir, je vous prie de vous assurer d'avoir activé votre micro et de le garder fermé dès que vous l'aurez fini. En gros, le programme va se dérouler de cette manière. L'introduction qui est en cours actuellement va finir d'ici environ 7 minutes. Après cela, je vais inviter la présentatrice à prendre la parole. Donc, la présentation et les discussions, le tout, ce sera en une heure, disons de 9h10 à 10h10. Après, je vais vous informer de quelques activités phares à venir et des opportunités de participation en 5 minutes. Puis, nous allons terminer en conclusion. Je vous préviens, je vous informe qu'il y aura une photo de famille à la fin. Il va falloir activer évidemment les caméras. Alors, pourquoi est-ce que cette activité a été organisée et qui l'a organisée? Ce webinaire a été organisé par la FRIA. FRIA, c'est la Fondation Ratel pour une intelligence artificielle responsable et efficiente. Comme déjà le nom l'indique, notre vision, c'est de promouvoir en Afrique une intelligence artificielle responsable et efficiente. Il s'agira de contribuer à un avenir durable en développant une expertise dans l'audit, l'évaluation des impacts, l'éthique et la responsabilité des systèmes d'intelligence artificielle. Son programme dénommé Aware Africa, c'est d'ailleurs ce programme qui a organisé ce webinaire. On voudrait travailler en fait à la prise de conscience autour des avancées technologiques dans le domaine de l'IA. L'objectif du webinaire est donc d'explorer les développements et les techniques d'intelligence artificielle en dehors de l'apprentissage automatique que vous connaissez sans doute. Alors, ce webinaire, c'est un premier épisode d'une série de webinaires sur le thème, c'est-à-dire au-delà de l'apprentissage automatique, c'est quoi les autres approches en dehors de l'apprentissage automatique. Et dans cet épisode, comme vous le savez sûrement déjà, nous allons parler de la programmation par contrainte, qui est une approche de résolution de problèmes, qui trouve des solutions en respectant un ensemble de règles, de conditions prédéfinies, nommées contrainte. Elle est utilisée pour résoudre des problèmes complexes de planification, d'ordonnancement, de logistique, de conception de systèmes d'optimisation et bien plus encore. On se demande alors comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que ça marche? C'est ce que vous aurez l'occasion de découvrir tout à l'heure avec notre invité. Qui va nous donner des exemples concrets
et une exploration approfondie du sujet. Elle est postdoctorante à KU Leuven, en Belgique. Et sa recherche est centrée sur la résolution de problèmes combinatoires. Elle utilise principalement les techniques de programmation par contrainte, mais également des techniques d'hybridation qui consistent de combiner des méthodes d'optimisation et de machine learning. Pour sa thèse sur la contrainte en extension, qu'elle a d'ailleurs effectuée à l'Université catholique de Louvain, aussi en Belgique, elle a reçu en 2022 le prix de la meilleure dissertation par l'association de programmation par contrainte. Tout à l'heure, quand elle aura la parole, elle pourra se présenter plus amplement. Elle partagera avec nous des connaissances concrètes, illustrer d'exemples basés sur la librairie CPMPy. Docteur Hélène, merci d'avoir accepté notre invitation et de nous honorer de votre présence. Donc, merci à vous de m'avoir invité. Je vous en prie. Et sans plus tarder, vous avez la parole. Hein. Vous pouvez partager votre écran et commencer. Parfait. Comment est-ce que je fais? Allez. Désolée, c'est la première fois que j'utilise Teams pour présenter sur cet ordinateur. Je dois d'abord lui dire qu'il est d'accord. Voilà. Parfait. Vous voyez tous bien mon écran? Je n'ai pas de réponse. Est-ce que c'est bon ou pas ou... Oui, on voit votre écran. Ah, parfait. Ok, donc moi, c'est Hélène Zorag. Donc, comme on l'a dit, donc j'ai fait ma thèse à l'UC Louvain en Belgique et je suis ensuite partie au Canada à Polytechnique Montréal faire un premier postdoc et je suis de retour en Belgique pour un deuxième postdoc ici à la KUL. Et alors, durant toutes mes années de recherche, j'ai beaucoup fait de la programmation par contrainte. Donc, c'est pour ça que Rataïl ici m'a invité à présenter ici un peu ce que j'ai fait. Donc, la présentation que je vais vous faire ici va vous donner une idée de ce qu'est la programmation par contrainte, mais va vous montrer un peu comment modéliser, comment utiliser cette programmation par contrainte, avec des exemples concrets, mais ensuite je vais également vous expliquer, vous donner l'intuition de qu'est-ce qui se passe derrière, comment ça fonctionne la programmation par contrainte, et je vais vous donner des liens vers des ressources si jamais vous avez envie d'aller voir plus loin et d'en apprendre plus sur la programmation par contrainte. Alors, parmi l'IA, où est-ce que se situe la programmation par contrainte? Alors, dans l'IA, vous avez tout ce qui est traitement du langage naturel, l'apprentissage automatique et tout ça. La programmation par contrainte, elle va se situer dans un sous-ensemble qui est l'optimisation sous contrainte. Et alors, cette optimisation sous contrainte, à quoi est-ce qu'elle va servir? La première idée que vous avez en tête quand on vous parle d'optimisation, c'est par exemple optimiser la production ou optimiser le profit ou optimiser l'utilisation des matériels. Mais il n'y a pas que ça. On peut également optimiser d'autres aspects. Donc, par exemple, nous assurer qu'il y a de l'égalité des genres avec des métriques pour optimiser justement cette égalité des genres ou alors ajouter des contraintes pour justement faire en sorte que ce soit respecté. Même chose pour avoir des autres contraintes de non-pollution
ou diminution de l'utilisation de l'énergie, ou tout un tas d'aspects comme ceci qui peuvent justement aider, en plus d'aller vers le plus de profit possible, qui peuvent également aider à aller vers les goals. Donc ça, c'est les Sustainable Goals qui ont été définis par les UN. L'optimisation peut aider justement à aller vers ces buts. Alors, parmi l'optimisation sous contrainte, il y a en effet la programmation par contrainte, mais il y a également d'autres techniques qui sont proches. Donc, par exemple, la programmation linéaire, la programmation SAT, les méta-heuristiques, la recherche locale. Tout ça, ce sont d'autres manières de faire de l'optimisation sous contrainte. Et qu'est-ce qui les différencie ? Alors, nous avons généralement deux catégories dans l'optimisation. Nous avons ce qu'on appelle les méthodes d'exploration complète et les méthodes d'exploration incomplète. Alors, par exemple, comme méthode d'exploration complète, nous avons séparation et évaluation, branch and bound en anglais, la programmation par contrainte, la programmation entière, la résolution SAT. Et alors, l'avantage de ces méthodes, c'est qu'elles vont pouvoir vous donner des garanties sur l'optimalité de votre solution. Donc, si elle vous dit « ceci est la solution optimale », vous êtes sûr que c'est la solution optimale. Par contre, elles peuvent prendre beaucoup de temps. Pourquoi ? Parce qu'elles résolvent généralement des problèmes qui sont NP complets. Et si un problème est NP complet, si on veut s'assurer que la solution est bien l'optimale, il faut beaucoup de temps pour le calculer. L'exploration incomplète, de l'autre côté, ça va être tout ce qui est recherche locale, recherche de voisinage large, des algorithmes génétiques ou l'utilisation de certaines méta-heuristiques. Et l'avantage de ces méthodes, c'est que généralement, elles vont être rapides. On va vite trouver une solution qui est correcte et qui est potentiellement la meilleure, mais on n'aura jamais cette garantie que la solution est la meilleure. On va juste savoir que on pense que la solution est bonne, mais on n'est pas sûr que la solution est optimale. Et si on veut s'en assurer, on va avoir besoin d'autres éléments. Mais alors, quelle technique choisir ? Est-ce qu'on va plutôt aller vers une exploration complète ou incomplète ? En fait, ça va dépendre de qu'est-ce qu'on cherche. Est-ce qu'on cherche vraiment à obtenir la meilleure solution ? Ou alors, est-ce qu'une bonne solution obtenue rapidement peut être bonne aussi ? Imaginez, vous êtes en train de planifier une production et vous avez un jour entier pour calculer cette solution. Là, si vous avez du temps, vous pouvez utiliser l'exploration complète et être sûr. Mais par contre, si c'est de l'optimisation qu'on appelle online, donc qui doit se faire très rapidement et voilà, vous êtes sur un site web et vous demandez, voilà, j'aimerais bien, quelle est ma solution pour tel élément, enfin telle combinaison de paramètres. Là, vous n'avez pas envie d'attendre 15 minutes devant le site web pour qu'il vous donne la solution. Non, vous voulez une bonne solution qui est rapide. Et donc ça, c'est ça qui va déterminer si on choisit l'un ou si on choisit l'autre. Mais alors, qu'est-ce que c'est la programmation par contrainte ? Alors, nous avons un chercheur dans la communauté, Eugène Freuder, qui a défini qu'en informatique, de toutes les approches en programmation, la programmation par contrainte se rapproche le plus de l'idéal. L'utilisateur décrit le problème et l'ordinateur le résout. Et la programmation par contrainte, ça va vraiment être ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va modéliser notre modèle, on va le modéliser de manière déclarative, donc on va dire voilà la solution qu'on veut. Et puis ensuite, l'ordinateur, et plus précisément le solveur de programmation par contrainte, va lui faire ce qu'il veut et trouver de la manière dont il veut la solution. Alors, comment est-ce qu'on va décrire ce modèle ? Comment est-ce qu'on va dire à l'ordinateur voilà ma solution ? Mais pour ça, un modèle de programmation par contrainte et un modèle de contrainte en général va généralement avoir des variables. Donc X, Y, Z, on peut les nommer comme on veut. Puis ensuite, ces variables, on va leur donner un domaine. Donc, on va leur dire quelles valeurs sont autorisées pour ces variables. Alors, ces domaines peuvent être des domaines entiers, donc un certain ensemble de nombres entiers, ou des domaines booléens, vrai ou faux, ou même des domaines descriptifs, donc une couleur, par exemple. Et tout ça, c'est autorisé en programmation par contrainte. Quand vous regardez à la programmation linéaire, par exemple, là, on ne va avoir que des entiers. Donc, c'est ça que la programmation par contrainte est généralement dite une optimisation plus générique, parce qu'on autorise quasiment tout en programmation par contrainte. Et alors, qui dit programmation par contrainte, dit que nous avons des contraintes. Et ces contraintes, généralement, on les classe suivant 3 catégories. Donc, tout ce qui est contrainte arithmétique,
Donc, x plus y égale z, la somme d'un certain nombre de variables qui doit être égale à une certaine valeur. Également des contraintes logiques. On veut avoir A ou B, puisqu'on a des valeurs qui peuvent être vraies ou fausses. On peut également avoir ces opérations dessus. Et nous avons également ce qui fait le propre de la programmation par contrainte, ce sont les contraintes globales. Et ces contraintes globales, en fait, ce sont des contraintes qui vont donner une description sur un certain ensemble de variables, mais le nombre de variables peut être agrandi comme on veut. La description et l'algorithme derrière vont juste s'adapter de manière automatique. Et donc, par exemple, nous avons all_different, qui est une contrainte, qui va juste dire « Donnez-moi un ensemble de variables et je vais m'arranger pour que chacune de ces variables prenne une valeur qui est différente. » La contrainte circuit, elle va prendre un certain nombre de variables qui vont décrire quelle est la cité suivante qu'on va aller visiter, et elle va s'assurer que le tour qu'on va décrire va être un tour, en effet, entre toutes les cités, et va faire un seul cycle parmi toutes les cités visitées. Et donc ça, avec tous ces éléments-là, alors les contraintes globales, si vous cherchez sur Internet, il y a des catalogues de contraintes, il y a des millions de contraintes possibles, et alors, parmi les solvers, vous pouvez également, généralement, décider d'implémenter de nouvelles contraintes. Si jamais vous avez besoin d'un truc spécifique, c'est toujours possible. Donc ça, je vais vous montrer un de mes exemples où justement on définit une nouvelle contrainte pour un but spécifique. Alors ici, je vais vous présenter quelques exemples après. Et alors, je vais vous les présenter en utilisant notamment la librairie CPMPy. Donc, c'est une librairie qui est designée à l'université où je suis, donc à la KU Leuven, par l'équipe du professeur Thies Guns. Et alors, cette librairie, donc, elle est écrite en Python. Elle est compatible avec NumPy, donc on peut utiliser les mêmes arrays qu'en NumPy. Et elle s'occupe de supporter une large variété de solvers. Donc, elle ne supporte pas que des solvers de programmation par contrainte, mais d'autres solvers. Et en fait, qu'est-ce qu'elle va faire, cette librairie? On va pouvoir écrire notre modèle avec des variables, des domaines et des contraintes, et elle va s'occuper de traduire pour chacun de ces solvers. Donc, chacun de ces solvers, il y a des solvers de programmation entière, il y a des solvers de programmation SAT, et bien, elle va automatiquement transférer le modèle suivant les contraintes qui sont acceptées par le solver. Et en fait, ça permet d'être un outil qui, de un, peut être très utile pour les gens qui ne s'y connaissent pas et qui veulent tester, mais également pour pouvoir tester sur un même modèle quelle est la technologie qui est la plus adaptée à notre modèle. Et alors, le fait qu'elle soit compatible NumPy et écrite en Python, en fait, le but est qu'elle soit complètement compatible avec une utilisation dans le cadre du machine learning, puisque la plupart des librairies de machine learning sont écrites en Python et utilisent NumPy également. Alors, premier exemple, c'est un exemple tout simple, le Sudoku. Le Sudoku, vous le connaissez, vous avez une grille et vous voulez que chaque ligne et chaque colonne et chaque sous-carré ait une fois chacun des nombres de 1 à 9. Alors, comment est-ce qu'on peut modéliser ça sous forme de programmation par contrainte? On va décrire notre solution. Alors, notre solution, on va dire, on doit d'abord décrire les variables. Quelles vont être les variables? Chacun des carrés va prendre une valeur. Donc, chacun des carrés, on va lui donner une variable qui va prendre dans son domaine une des variables de 1 à 9. Et alors, on a certains carrés pour lesquels la valeur existe déjà. Donc, pour celle-là, on va déjà fixer, grâce à une contrainte, ou juste en définissant un domaine plus petit, on va déjà fixer la valeur. Et ensuite, on va définir nos contraintes. Donc, on a dit, il faut que chaque ligne soit différente. Donc, pour ça, nous avons une contrainte globale all_different dont je vous ai parlé, qui va prendre chacun des éléments et va s'assurer que cela soit bon. On va également mettre cette contrainte all_different pour tous les éléments d'une colonne, ainsi que pour chacun des carrés. Et en faisant ceci, voilà, nous avons défini notre modèle de programmation par contrainte. Et on donne ce modèle à un solver et il va nous trouver une solution. Et si vous voulez voir en CPMPy ce que ça donne, ben voilà, même si vous ne connaissez pas le Python, même si vous ne connaissez pas la syntaxe, vous pouvez très facilement comprendre ce qu'il se passe. Donc, on a la grille, on a nos variables, int var,
que nous allons définir de 1 à 9. Puis ensuite, nous avons notre contrainte. On va s'assurer que chacun des nombres qui est déjà rempli est bien rempli. Et on va avoir nos all different sur les lignes, sur les colonnes, ainsi que sur chacun des carrés. Et puis, on demande juste, solver, résume-moi ce problème. Et c'est aussi simple que ça d'avoir des problèmes en programmation par contrainte. Un deuxième petit exemple, donc le n-queen. Vous connaissez le n-queen, vous avez un carré, donc un board d'échecs, et vous voulez placer n-queen de telle sorte qu'elles ne s'attaquent pas les unes les autres. Alors ici, une modélisation possible va être de dire, pour chaque colonne, à quelle ligne est la reine. Donc on va avoir quatre variables, et pour chacune de ces variables, xi, on va lui dire, OK, ici, la reine est à la 2e ligne, la reine est à la 4e ligne, et ainsi de suite. Alors, quelles sont les contraintes? On ne veut pas qu'elle s'attaque. Comment une reine peut s'attaquer? Soit si elles sont sur la même ligne. Donc là, on va dire, on ne veut pas que les 4 variables de quelle ligne elles sont s'attaquent. On ne veut pas également qu'elles s'attaquent en diagonale. Donc pour ça, on peut juste donner un shift sur la variable et on aura un all different. Et même chose dans l'autre sens. Et alors, vous remarquez que dû au choix de modélisation de choisir directement que la variable correspond à une colonne et à l'emplacement dans la colonne, on s'assure directement par design qu'il n'y aura pas 2 reines sur la même colonne puisque une variable ne peut prendre qu'une seule valeur. Et alors, même chose, vous avez le problème en CPMPy. Donc, à nouveau, très simple, on définit les variables, on définit les contraintes et on demande juste de nous résoudre ça. Alors, ici, on va commencer un petit peu des problèmes un peu plus complexes, mais c'est pour vous montrer jusqu'où peut aller la programmation par contrainte. Donc, un problème que normalement vous connaissez tous aussi, mais qui est déjà beaucoup plus appliqué, c'est le voyageur de commerce. Donc, on a un certain nombre de cités et on veut les visiter. Alors, pour cela, on peut utiliser un modèle dit successeur. Donc, on va définir pour chacune de ces villes, on va donner une variable qui va prendre comme valeur l'ID de la ville suivante. Comme ça, si on est dans cette ville-ci, la valeur qu'elle va prendre va être l'ID de la ville juste à côté, et ainsi de suite. Alors, quelles sont les contraintes qu'on veut avoir ici? Les contraintes qu'on veut avoir, c'est, voilà, que le tour soit un tour, qu'il n'y ait pas un cycle ici et un deuxième cycle ici. Et donc, je vous ai mentionné dans l'explication des contraintes que nous avions cette contrainte circuit qui va justement vous assurer de ça. Et alors, vous pourriez dire, ah oui, mais on veut aussi que chacune de ces cités soit visitée une seule fois. Donc, on pourrait penser, est-ce qu'on ne mettrait pas un null difference pour notre circuit? Mais en fait, il n'y a pas besoin, parce que circuit s'en occupe déjà lui-même. Et alors, ensuite, on va avoir potentiellement ce qu'on appelle un objectif. Donc jusque-là, on avait des problèmes où il n'y avait pas d'objectif. C'était plus des problèmes de satisfaction, le n-queen et le sudoku. Mais ici, on est vraiment dans un problème d'optimisation. On va chercher à minimiser la distance à chaque fois. Eh bien, ici, on peut utiliser ce qu'on appelle une contrainte element. Donc, il va utiliser une matrice pour récupérer des éléments. Donc, notre matrice va être juste notre matrice de distance entre chaque cité. Et donc, on va prendre une cité de départ, une cité d'arrivée. Et donc, on va lui dire, OK, pour toutes les cités, donc pour tous les i, regarde quelle est la distance entre ma cité et son successeur et fais-moi la somme de tous ces éléments-là. Et ce sera mon objectif. On veut essayer de le minimiser puisqu'on veut essayer de minimiser la distance. Après, si on voulait minimiser la durée, on pourrait utiliser la même chose, mais avec une matrice de durée et avoir le même type de modèle. Et alors, même chose en CPMPy, vous voyez. Et alors, ce qui est vraiment pratique, c'est qu'avec cette intégration avec NumPy, on peut vraiment définir ici comme si on allait chercher dans un tableau NumPy. Et donc, c'est vraiment pratique. On n'a pas besoin, comme dans d'autres solvers, de vraiment définir une contrainte pour aller visiter ce tableau. Alors, un petit peu plus appliqué encore. Alors, les problèmes de gestion de projets à contrainte de ressources. Donc ça, ce sont des problèmes en fait de planification dans des industries. Donc par exemple, on a un assemblage de bateaux. Et pour assembler notre bateau, on va découper notre assemblage de bateaux
en un certain nombre de petites tâches. Et chacune de ces tâches, elle va avoir une certaine durée. Donc, par exemple, peindre tel endroit de la coque va avoir une durée de 2 heures. Et alors, chacune de ces tâches va également avoir ce qu'on appelle des ressources. Donc, par exemple, peindre cette partie de la coque va peut-être demander une personne. Donc ça, ce sera un type de ressource, c'est le nombre de personnes qu'il faut pour gérer la tâche. Une autre type de ressource pourrait être le nombre de pinceaux qu'il faut. Et donc, une tâche de peinture va demander 1 ou 2 pinceaux, mais une tâche d'assemblage de soudure entre 2 morceaux de la coque ne demandera pas de pinceau, elle demandera une autre ressource, et ainsi de suite. Alors, le but, oui, et alors également, on a également d'autres contraintes qui sont ce qu'on appelle les contraintes de précédence ou de successeur, qui en gros vont donner un ordonnancement entre les tâches. Donc, par exemple, pour la coque, quand on veut la peindre, il faut d'abord qu'elle ait été finie d'être soudée, que tous les morceaux aient été finis d'être soudés ensemble. Et donc, c'est ça que si la tâche soudure ici est la tâche A, comme successeur, nous aurons les tâches de peinture de la coque, par exemple. Et une solution de ce problème va toujours s'assurer que la tâche A, la tâche de soudure, soit finie quand les tâches de peinture vont démarrer. Et alors ici, c'est une petite visualisation. Donc ce qui se passe aussi, c'est qu'on a des contraintes qui vont être sur les ressources. On a en effet, si on n'a que 15 pinceaux, on ne peut pas faire 16 tâches de peinture qui demandent un pinceau chacune. C'est impossible. Voilà. Et donc, ce sont des contraintes de ressources où on va essayer de placer, donc c'est un peu une visualisation, on va essayer de placer ces boîtes qui sont d'une certaine ressource pour une certaine durée, et on va essayer de les placer en même temps, à la même durée, sur les 2 ressources. C'est ça qu'on va avoir pour les problèmes donc, de scheduling. Alors, d'autres problèmes de scheduling comme du job shop ou d'autres éléments comme ça vont aussi potentiellement utiliser ce même élément de ressources. Alors, comment est-ce qu'on modélise ça? Alors, comment est-ce qu'on va modéliser notre horaire, notre schedule? On va le modéliser en associant pour chacune des tâches un instant de départ, donc un temps de départ pour notre tâche. Et qu'est-ce qu'on va lui donner comme valeur? On va lui dire, elle peut commencer au temps 0, donc le temps initial, mais il faut lui donner un maximum, parce que le solveur de programmation par contrainte, il n'aime pas avoir des domaines qui sont infinis. Et donc pour ça, on va généralement avoir ce qu'on appelle un horizon, qui est en fait un temps maximum, une upper bound par rapport à ce qu'on a envie de faire. Donc par exemple, le chef de l'entreprise, il va dire « je veux que mon bateau soit construit en 2 semaines ». Notre horizon sera de 2 semaines. Et on va voir, est-ce qu'il existe une solution pour faire ce bateau en 2 semaines. Alors ensuite, nous avons nos contraintes de précédence. Donc chaque fois que I doit être avant J, on va regarder que la fin de I, donc la fin de I, ça va être quoi? Ça va être le début de I plus sa durée, est bien plus petit ou égal à le début de J. Et on va ainsi s'assurer que chacune des tâches qui ont une précédence vont pouvoir s'exécuter l'une après l'autre. Et alors ensuite, nous avons notre histoire de ressources. Alors, pour notre ressource, nous avons également construit, des chercheurs ont fait ça, construit une contrainte spéciale qui est la contrainte cumulative et qui va s'arranger que pour une ressource, puisqu'on va regarder à un seul R à la fois, on va s'arranger, on va lui donner tous les débuts de toutes les tâches, toutes les durées de toutes les tâches et toutes les fins de toutes les tâches, mais également pour chacune des tâches, on va lui donner toutes les ressources, les besoins de ressources. Donc, on va lui donner une colonne à la fois et on va lui dire pour cette ressource-là, quel est le maximum. Et cette contrainte cumulative, elle ne va pas regarder aux précédences, elle ne va pas regarder au temps, elle ne va pas regarder à tout ça, elle va juste essayer de placer, suivant une ressource, d'arriver à ne pas dépasser cette ressource. Et en fait, en ayant cette contrainte-là pour chacune des ressources, et par le fait qu'elle partage ces variables de quel est le temps de départ, mais en fait, les 2 plannings pour chacune des ressources vont pouvoir se former l'un avec l'autre, puisque s'il y a un des plannings, une des cumulatives qui dit « Ok, cette ressource-là, on ne peut pas le mettre à tel moment », l'autre ne le mettra pas non plus, puisque les variables sont partagées.
Et alors, pour finir, on a envie de faire ça le plus rapidement possible, généralement. Donc, on va essayer de minimiser l'entièreté des temps de fin. Donc, S plus DI. Et alors, même chose, on peut également le modéliser sous CPMPy. C'est très facile. Alors ici, j'ai mis un horizon qui est n'importe quoi, mais généralement, cet horizon, il est défini soit par une upper bound qu'on veut respecter, soit alors on peut calculer une upper bound triviale. Alors, d'autres petits problèmes. Donc, je vais expliquer un petit peu moins comment modéliser ça, mais c'est juste pour vous montrer plein d'exemples. Donc, par exemple, comment emballer, comment faire des rectangles, découper des rectangles dans une feuille de papier. Donc là, par exemple, ça vient dans les industries, quand on a des grandes plaques métalliques et qu'on veut dessiner un certain nombre de formes pour après les assembler, ou alors paquer des boîtes dans un... le paquet des boîtes dans un camion, par exemple, c'est la version 3D de ce problème. On a un certain nombre de rectangles et on veut faire en sorte qu'on les pack dans une certaine surface et on veut bien entendu packer le maximum de rectangles dans une même surface. Donc, on veut qu'il soit le plus serré possible. Et donc, pour faire ça, on va définir pour chacun des rectangles une position qui est généralement la position d'un des coins. On va également définir des valeurs pour dire combien est-ce qu'on a au maximum de X, combien est-ce qu'on a au maximum de Y. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste regarder, OK, pour chacun des rectangles, on va éviter qu'il s'overlappe. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les positions X du premier rectangle et la position X du deuxième rectangle et on regarde est-ce qu'il y en a une qui est avant l'autre ou une qui est après l'autre. Et même chose pour les conditions d'Y, les positions Y. Et en faisant ça, on va s'assurer que chacun de nos rectangles sont définis différemment. Et alors, généralement, on a deux conditions. Pourquoi? Parce que notre rectangle, on peut soit l'avoir ici en long, soit le mettre verticalement. On peut toujours faire une rotation sur ce rectangle. Et alors, on veut minimiser notre surface totale utilisée et ça va nous donner notre solution. Alors, un autre exemple, donc ça, c'est un exemple qui a été étudié par un de mes anciens collègues. Donc ça, c'est le problème du transport de patients. Donc, imaginez, vous avez des patients, mais qui ne sont pas en état de conduire ou alors qui ne possèdent pas le permis de conduire et ils ont des rendez-vous aux hôpitaux, soit dans un hôpital A, soit dans un hôpital B. Et ce qui se passe, c'est qu'on a des services ici en Belgique pour justement aller chercher ces patients. Mais ces services, ils ont besoin d'avoir un certain planning sur la journée et de passer de savoir par qui passer en premier et par quel hôpital passer en premier. Donc, ils peuvent, par exemple, aller chercher une personne A, une personne B, une personne C, puis aller à un certain hôpital, les déposer tous. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'il faut venir les rechercher à l'hôpital après leur rendez-vous et aller les reconduire chez eux. Et alors, il faut bien sûr qu'ils n'attendent pas trop longtemps à l'hôpital et en même temps qu'ils arrivent à temps pour leur rendez-vous. Et donc ça, c'est tout un énorme modèle qui va être beaucoup plus complexe que ceux que je vous ai montrés jusqu'ici. Si vous voulez voir un peu ça, je vous ai donné donc le lien vers le papier. Mais c'est également un problème qu'on peut solutionner par programmation par contrainte. Et alors, un problème encore plus concret et qui est même mondialement connu, c'est sur une comète. Je ne connais pas le nom, c'est un nom avec plein de chiffres. Ils ont envoyé un petit robot Philae récemment. Et alors, ce robot, pour justement faire un certain nombre de tâches, prendre des échantillons, faire des analyses et tout, mais ce qui se passe, c'est que ces robots, on ne sait pas combien de temps est-ce qu'ils vont tenir sur la comète. On ne sait pas s'ils ne vont pas se désintégrer ou alors s'il ne va pas y avoir une malfonction ou quelque chose comme ça. Or, toutes les tâches qu'on demande à ce robot, il y en a qui sont d'une certaine priorité plus haute et d'autres avec une priorité plus basse. Et donc, on aimerait bien que ce robot, il commence par toutes les tâches plus dures et qu'il finisse par les tâches moins importantes. Et alors également qu'il arrive, comme il a plusieurs modules, il a un module d'analyse, il a un module de déplacement, il y a certaines de ces opérations qui peuvent un peu, par exemple, se déplacer. Il pourrait, par exemple, le faire pendant qu'il est en train d'analyser certains trucs. Mais donc, il y a tout un planning à élaborer. Il y a une équipe à Toulouse, au LAS, qui a justement participé à la planification des tâches de ce robot et ils ont fait un modèle en programmation par contrainte pour le faire.
Et donc voilà, même des cas super concrets, des cas très très compliqués, ça peut être résolu par de la programmation par contrainte. Alors, je vous ai montré quelques modèles ici, mais en fait, la modélisation, c'est tout un art, en fait. Parce que ici, je vous ai montré des modèles, mais par exemple, pour le NQueen, il y a plusieurs modèles qui sont possibles. Mais donc, quand il y a plusieurs modèles qui sont possibles, lequel est-ce qu'il faut choisir? Mais ça ne va pas... Il n'y a pas vraiment de règles. C'est en apprenant à modéliser qu'on apprend qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien, et en testant aussi. Et alors, pour améliorer ces modèles, on a également certains éléments, donc par exemple des contraintes redondantes. Ben, on peut formuler par exemple la contrainte all different, on pourrait la formuler comme étant une différence entre chacune des variables, x différent de y, y différent de z, x différent de z. Ben, elles veulent dire la même chose, mais est-ce que ça vaut la peine de mettre ces deux types de contraintes en même temps, ou est-ce que c'est mieux d'en mettre un? Ben, dans certains modèles, c'est bien de mettre des contraintes redondantes, dans d'autres, ça va juste prendre du temps de calcul sans vraiment aider à résoudre ça plus vite. Donc ça, c'est vraiment, ça dépend de l'expérience qu'on a en modélisation. Et alors, on a également ce qu'on appelle les symétries. Donc, par exemple, le NQueen, quand vous avez le NQueen, si vous faites une symétrie et que vous inversez chacune des colonnes, ça reste une solution valide pour le NQueen. Donc, ce qui se passe, c'est que soit on peut laisser le solver trouver toutes ces solutions symétriques, soit on peut trouver des contraintes pour réduire ces symétries et donc réduire l'espace de recherche. Et puis après, à partir des solutions finales, juste comme on connaît la symétrie, on peut déduire les autres solutions. Ça, c'est toujours aussi possible. Et alors, au final, je vous ai présenté la programmation par contrainte, mais je vous ai dit au début qu'il y avait d'autres techniques d'optimisation sous contrainte. Quelle technique est-ce qu'on peut utiliser, l'une ou l'autre? Tout ça va dépendre en fait de votre expérience en tant que modélisateur de problèmes sous contrainte. Et vous allez finir par savoir lequel faire et tout. Mais c'est pour ça aussi qu'on développe des librairies telles que CPMPy pour justement aider les personnes qui ne sont pas des experts en modélisation à obtenir un modèle qui est le plus correct possible et qui puisse être testé sur plusieurs technologies de manière facile pour justement vous faciliter la vie à essayer de trouver quelle est la technologie la plus simple, la plus performante pour votre projet. Alors, maintenant qu'on a vu un peu tout ce qui était modélisation, je vais passer un peu sur qu'est-ce qu'il y a dans le solver. Donc, on vous a dit, on a le problème modélisé avec les variables et les domaines, ainsi que les contraintes. On le donne au solver et on va obtenir une solution. Donc là, regardons un peu ce qui se passe dans le solver. Alors, dans le solver, un des éléments clés du solver va être la contrainte. Cette contrainte, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre en entrée l'état des domaines actuels. Donc, la all different, par exemple, elle va avoir x, y et z. Elle va avoir les informations sur les domaines de x, y et z. Et en sortie, elle va donner des nouvelles valeurs pour ces domaines de x, y et z. Et ces nouvelles valeurs, en fait, elle va essayer de filtrer des valeurs qui ne peuvent pas exister. Donc, pour le all different, si x peut valoir 1 et 2, y peut valoir 1 et 2, et z peut valoir 1, 2 et 3, on peut voir directement que 1 et 2 seront d'office entre x et y, et donc z ne pourra jamais prendre 1 et 2, et donc les valeurs dans ce domaine-là devront être retirées. Et donc, qu'est-ce qui se passe de manière pratique dans une contrainte? En fait, on va en premier mettre potentiellement à jour une certaine représentation interne de la contrainte. Donc, la contrainte, généralement, elle utilise des structures de données pour justement aider à la propagation et pour retenir et pour ne plus faire certains calculs à certains moments. Et puis ensuite, avec la mise à jour par rapport à l'état des données actuelles, à l'état des domaines actuels, elle va pouvoir filtrer et retirer la valeur 1 et 2 du all difference. Donc ça, c'est globalement comment se déroule chacun des algorithmes de contrainte. Mais voilà, chaque contrainte va avoir son propre algorithme qui est vraiment différent. Et alors après, toutes ces contraintes, donc quand vous avez votre modèle, vous avez une contrainte all different, une contrainte circuit et tout, il faut qu'elles fonctionnent l'une avec l'autre. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va avoir un algorithme spécifique qui est en fait ce qu'on appelle un planificateur d'algorithme, et qui va dire à un certain moment, maintenant, je vais appeler all different parce que x a été modifié, le domaine de x a été modifié, et comme all different
est appliqué sur X, ben peut-être que AllDifferent va pouvoir faire quelque chose. Et ainsi de suite. Et donc, c'est lui qui va décider quelle contrainte, quel algorithme de contrainte appeler une à la fois. Et ce qui va se passer, c'est que ben, si on fait tourner cet algorithme de point fixe, il y a peut-être un moment où il ne va plus savoir faire grand-chose. Donc, par exemple, dans le cas du AllDifferent avec X qui peut valoir 1 et 2, Y qui peut valoir 1 et 2 et Z qui peut valoir 1, 2, 3, ben, il va appeler AllDifferent, il va appeler d'autres trucs peut-être, mais il va se retrouver à un moment où il sera coincé. Il va savoir que X c'est 1 ou 2, que Y c'est 1 ou 2 et que Z c'est 3, mais ce n'est pas une solution. Et il n'y a plus de filtrage possible pour le moment. Donc, c'est ça que ce point fixe, il va être accompagné de ce qu'on appelle un arbre de recherche qu'on va visiter. Et en fait, l'algorithme du point fixe va être visité à chacun des nœuds de cet arbre de recherche. Et on va lui dire, OK, fais ton travail jusqu'à ce que tu atteignes un point stable. Donc, jusqu'à ce que tu ne puisses pas retirer de valeur. Et quand il est à un point stable, ben, l'arbre de recherche, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une décision. Et cette décision, ça va être, par exemple, il va choisir une variable et une valeur de ce problème et il va les assigner. Et qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va créer un changement dans l'état du domaine. Et donc, en faisant ça, ben, il continue, il réappelle le point fixe, on réatteint un point stable qui n'est toujours pas une solution parce qu'il reste au moins deux valeurs dans un domaine, par exemple. Alors, il prend une autre décision et encore une autre décision, et ainsi de suite, jusqu'à trouver ce qu'on appelle une feuille dans l'arbre de recherche. Et cette feuille dans l'arbre de recherche, c'est un point où toutes les variables n'ont plus qu'une seule valeur dans le domaine. Et quand on a une seule valeur dans le domaine pour chacune des variables, en fait, on a une solution à notre problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben oui, on a une solution, mais ce n'est pas forcément la solution optimale. Et ce qui se passe, c'est que la solution optimale, ben, elle est peut-être avec X3 n'est pas égale à V3. Et donc, comment est-ce que fait l'arbre de recherche et la visitation de cet arbre de recherche? Ben, elle va retourner au point précédent pour tester une autre décision. Et cette autre décision, généralement, elle est complémentaire à la décision qui a été faite ici, et complémentaire, mais exclusive. Donc ici, on a testé X égale V3, et donc ici, on va tester X est différent de V3. Comme ça, les solutions de ce nœud de recherche, ben, elles seront soit ici, soit ici. Mais jamais dans les deux, il n'y aura aucune partie commune entre les deux parties de l'arbre. Et alors, ce qui se passe, c'est que ben, de temps en temps, on arrive à un moment où il n'y a plus de valeur dans un certain domaine. Malgré que toutes les variables ne sont pas encore assignées complètement, il peut y avoir un domaine qui devient vide. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle un fail. Donc, on sait que si nos filtrages nous ont amenés à un moment où il n'y a plus de valeur, ben, il n'y a pas de solution possible, même si on choisissait des valeurs pour les autres variables. Donc, on va juste s'arrêter. On va juste s'arrêter et on va remonter et backtracker, qu'on appelle ça, donc remonter dans l'arbre de recherche au dernier état qui n'a pas encore été complètement évalué, et on va reprendre une nouvelle décision. Et alors, ben, ça peut également tomber sur une solution une impossibilité de trouver une solution. Et on va continuer comme ça, on va retourner. Et alors ici, ben, on va choisir une autre variable. Alors, c'est jamais garanti que la variable qui a été choisie à une certaine profondeur dans l'arbre de recherche d'un côté sera la même de l'autre. Non, ça peut être tout à fait une autre variable. Et on continue. On trouve peut-être une autre solution qui est peut-être meilleure que l'autre si jamais on est en optimisation. Et ainsi de suite jusqu'à finir l'arbre de recherche. Et en fait, c'est pour ça qu'on appelle la programmation par contrainte une méthode exacte. C'est que chaque fois qu'on va avoir fini d'explorer tout notre arbre de recherche, ben on est sûr que notre optimal sera trouvé puisqu'on aura visité toutes les solutions possibles. Et on aura la garantie que chacun de ces points auxquels on aura coupé et pour lesquels on n'aura pas exploré en dessous, on a la garantie qu'il n'y a pas de solution puisqu'on a le fait que certains domaines ont été vidés. Et donc, c'est ça qui nous permet d'avoir des garanties sur ce qu'on fait dans notre programme. Et donc, le but de cet arbre de recherche, donc comment est-ce qu'il est construit déjà? Donc, il va être construit suivant une heuristique de sélection de variables valeurs. Donc, à chaque point de l'arbre de recherche, on va choisir une variable et une valeur, on va l'assigner et on va faire le retrait de cette valeur du domaine pour l'autre branche.
Et alors, son but à cet arbre de recherche et à cette heuristique de sélection de variables valeurs, va être de diminuer l'arbre de recherche le plus possible. Pourquoi? Parce que moins on a de nœuds, moins on va appeler le point fixe, moins on va appeler les contraintes. Et donc, plus l'arbre est petit, ben, moins on aura besoin de temps pour calculer l'entièreté des éléments. Et alors, comme exemple de sélection d'heuristique de sélection variable valeur, on a par exemple sélectionné la variable en premier qui a le plus petit domaine qui lui reste. Et donc ça va garantir un peu un arbre qui est plus petit que si on choisissait un domaine au random. On peut également regarder les variables qui sont impliquées avec le plus de contraintes. Donc par exemple, si x est parmi 6 contraintes, mais que y est parmi 4 contraintes, on peut commencer par x. Et à ce moment-là, on impactera plus de contraintes, donc potentiellement, on va retirer plus de valeurs des domaines. Ça, c'est possible. Et alors, une autre heuristique qui est aussi pas mal efficace, c'est sélectionner la dernière variable qui a déclenché un retour en arrière. Donc, quand on voit ici notre backtrack, ici, elle a été déclenchée parce que la variable y n'avait plus de valeur dans son domaine. Donc, il se peut que quand on va arriver à un autre endroit, qu'on commence par y est égal à une valeur pour justement, si elle a été au sein d'un conflit, peut-être qu'elle va être plus dure à trouver une solution pour elle-même. Et donc, on va essayer de résoudre les conflits en premier et arriver à réduire l'arbre par cette manière. Alors, maintenant, on a vu donc comment modéliser des problèmes, on a vu un peu comment fonctionnait le solver, et comme ici, c'est un séminaire qui est en lien avec l'intelligence artificielle, je vais vous montrer maintenant que la programmation par contrainte, en fait, elle peut justement avoir des synergies avec les autres domaines de l'intelligence artificielle et justement aider à résoudre des problèmes d'intelligence artificielle. Donc, le premier problème que je vais vous montrer, c'est un problème de recherche d'ensemble d'éléments fréquents. Donc, l'exemple classique pour ça, c'est vous avez 4 personnes qui vont au magasin et chacune a acheté un certain nombre de produits. Donc, monsieur, il a acheté une pomme, des raisins, une carotte. Madame, ici, elle a acheté pomme, banane et raisin, mais pas de carotte. Et ce qu'il y a, c'est que les vendeurs, ils ont un peu envie, des fois, de faire des promotions qui vont intéresser les gens. Et donc, par exemple, ils aimeraient bien savoir, quels produits sont achetés souvent l'un avec l'autre. Par exemple, les shampoings avec des après-shampoings, par exemple. Et donc, pour faire ça, on a des algorithmes de recherche d'ensemble d'éléments fréquents. Et en fait, on peut le faire grâce à la programmation par contrainte. Donc oui, ici, dans l'exemple, les ensembles d'éléments fréquents, on en a 2, qui sont ici la pomme et le raisin. On voit qu'il y a 2 personnes qui l'ont acheté 2 fois. Et alors, également, banane et raisin, on voit que c'est également 2 personnes qui l'ont acheté. Donc ça, c'est les 2 ensembles d'éléments fréquents. Alors, comment est-ce qu'on peut modéliser ça sous forme de programmation par contrainte? On va chercher un ensemble. Donc, pour modéliser l'ensemble des éléments qu'on va chercher, on va faire ce qu'on appelle un ensemble, une représentation dense d'un ensemble. Donc, pour chaque élément, on va associer un booléen qui va 0 si l'élément n'est pas présent dans l'ensemble, 1 si l'élément est présent dans l'ensemble. Et alors, ce qu'on aimerait bien, c'est savoir une variable ici, c'est qui nous compte combien de personnes ont eu cet élément. Et ce qu'on aimerait bien, c'est, voilà, si on fixe ici notre pomme à 1, on va voir qu'on a 2 personnes qui ont pris ça. Donc, on voit que cette personne-ci et cette personne-ci, d'office, elles ne feront pas partie de l'ensemble qui correspond à l'ensemble d'éléments fréquents. Et donc, là, on aura maximum 2 personnes. Puis, si on fixe raisin ici, on voit que, voilà, là, on n'en a plus que 2. Et si on fixe carotte au final, on voit qu'on n'en a plus qu'un. Donc, on aimerait bien une contrainte qui puisse faire le lien entre cet ensemble-là et la valeur de comptage ici, tout en prenant en compte les données. Je vous ai parlé tantôt, je vous ai dit que la programmation par contrainte peut être modulaire et qu'un utilisateur peut créer ses propres contraintes. C'est ce qui s'est passé ici. Donc, le chercheur qui a été en charge de cette recherche, il a créé une contrainte cover size qui va donc prendre des variables booléennes pour chacun des éléments et un compteur et va prendre en compte les données et va faire en sorte que le lien soit fait entre les deux. Et alors, pour modéliser du coup l'ensemble avec le plus
enfin l'ensemble d'éléments fréquents. Mais qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir cover size qui va juste lier les variables avec le compteur. On va avoir chacune de nos variables définies. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va maximiser cette valeur ici. Et en faisant ceci c'est le modèle de programmation par contrainte pour résoudre le problème d'ensemble d'éléments fréquents. Et alors, donc, ce papier donc, a été écrit par des anciens collègues à moi, et notamment John Aoga, qui vient donc de votre université aussi, et qui est venu faire un doctorat chez nous. Alors, un autre problème d'IA qui a été résolu avec de la programmation par contrainte, c'est l'arbre de décision optimaux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un arbre de décision déjà? On a une certaine base de données avec, pour chacun des éléments dans cette base de données, on a un certain nombre de features qui ont été calculées. Alors ici, on est dans un cas binaire, la feature est là ou pas. Donc ça pourrait être, par exemple, identifier des fleurs. Et alors, une des features pourrait être, est-ce que la fleur est jaune? Oui ou non? Est-ce que la fleur, est-ce qu'une tige de la fleur fait plusieurs fleurs ou juste une seule fleur? Et ainsi de suite. Et alors, à la fin, on a une certaine classification. Donc, la classification pourrait être, par exemple, est-ce que cette fleur est empoisonnée ou pas? Et alors, ce qu'on aimerait bien, c'est avoir un arbre de décision, donc avoir un arbre ici, qui, si jamais on ajoute une nouvelle entrée, mais qu'on ne sait pas quelle est la classe de cet élément, que si on utilise cet arbre de décision, donc chaque fois qu'il y a une feature, on va regarder est-ce qu'elle est là ou pas. Donc ici, dans notre nouvelle entrée, F2, on voit qu'elle n'est pas là, donc on va aller du côté non. Fn, on voit qu'elle n'est pas là, on arrive ici. Et on voit que notre arbre de décision, il nous dit, ah ben si on arrive à cet endroit-là dans l'arbre, c'est que la classe est négative. Et donc on aimerait bien pouvoir construire cet arbre-ci de telle sorte qu'on se trompe le moins possible. Comme ça, on a le plus, ici on est plus vrai quand on a des nouvelles entrées. Et ça pourrait être utilisé, par exemple, pour une application sur téléphone qui, voilà, tu fais une photo de la fleur et elle te dit est-ce qu'elle est empoisonnée ou pas. Ça pourrait être une application pour ça. Mais il y a d'autres applications comme le médical, par exemple. Est-ce que quelqu'un a une certaine maladie? Et alors là, chacune des features, c'est des tests à faire pour la maladie. Et donc, on aimerait bien trouver l'arbre qui fait en sorte qu'on a le moins d'erreurs possible. Et donc, pour ça, on peut le modéliser sous forme de problème de programmation par contrainte. Comment est-ce qu'on a fait? On a dessiné une certaine forme de théorique de l'arbre avec une certaine profondeur qu'on a définie, avec comme variable de décision chacune des décisions qui sont ici. Donc, on va avoir les ID de chacune des features qui vont être potentiellement placées ici. Et alors, on va également rajouter une feature 0. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que l'arbre ici, il n'est pas forcément parfait. Il n'a pas forcément toutes ses feuilles au même niveau. Et donc là, on a dû faire un petit trick de modélisation qui est que si on met ici une feature 0, mais comme aucun des éléments n'ont cette feature 0, mais ici, on n'aura personne dans la feuille ici, et on aura tous les éléments dans la feuille ici, et ce sera comme si on avait en fait juste une feuille. Et alors, pour s'arranger pour que ce soit un arbre de décision qui est correct, on doit également s'arranger pour que chacune des décisions sur chacun des chemins soit bien entendu différente, puisque si elles sont les mêmes, ça ne sert à rien. Et alors, on utilise du coup une all different, mais une all different except 0. Pourquoi? Parce que comme on a ce 0 qui nous sert de valeur spéciale, là, il pourrait y avoir plusieurs zéros sur le même chemin, puisque ça ne veut pas dire que c'est une feature. Donc, c'est une petite exception, une petite variation à all different. Et alors, ce qu'on a fait également, c'est qu'on voulait lier notre chemin de décision à les éléments, le nombre d'éléments de la base de données qui arrivent à cette feuille. Et pour ça, on a utilisé justement la contrainte cover size qui avait été définie par mon collègue, et on l'a un peu modifiée de telle sorte qu'elle puisse prendre des features qui sont également négatives, donc l'absence d'une feature, et qu'elle puisse gérer donc ce cas-là. Et alors, on doit également avoir notre objectif, donc en plus des contraintes, pour générer un arbre qui est bien un arbre correspondant aux données, on veut également minimiser l'erreur. Et pour minimiser cette erreur, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté des variables. Pourquoi? Parce qu'on pouvait minimiser l'erreur à la racine ici de notre arbre
Mais on s'est dit on a remarqué que c'était pas facile de le calculer, et donc on a préféré mettre des variables dans chacun des nœuds, et avoir à chaque fois que l'erreur ici de ce nœud-ci va être la somme des deux erreurs, et ainsi de suite. Et alors, on a quelques autres petites contraintes, mais ça, si vous voulez voir vraiment le modèle complet, vous pouvez aller voir mon article. Donc ça, c'est un article que moi j'ai écrit. Et alors, donc, pour conclure cette présentation, donc, qu'est-ce que c'est la programmation par contrainte? Ça fait partie des méthodes d'optimisation. Ça aide à résoudre des problèmes combinatoires. Ça permet de faire une modélisation déclarative de notre problème. C'est une méthode exacte. On peut avoir des garanties sur les solutions. Et alors, c'est également une méthode modulaire, puisqu'on peut créer nos propres contraintes si jamais on a besoin. Et alors, généralement, on a cette phrase-ci, donc le problème de la programmation par contrainte, on explique généralement que c'est un modèle plus une recherche, puisqu'on a le modèle qui est notre manière déclarative d'avoir notre problème, et notre recherche qui va être notre heuristique de variable-valeur, qui soit peut être déterminée automatiquement par le solveur, soit peut être donnée par l'utilisateur. Ça, c'est possible aussi. Et alors, maintenant que la présentation est finie, je vais vous montrer quelques ressources. Donc, notamment, il y a la librairie CPMPy qui est open source sur GitHub, si jamais. Il y a également des MOOC en ligne. Donc, il y a une série de 3 MOOC par les professeurs Jimmy Lee de la Hong Kong University et Peter Stuckey de Monash University en Australie sur comment modéliser les problèmes, donc vraiment sur l'art de la modélisation. Alors, ça n'utilise pas CPMPy, ça utilise un autre système, mais ce n'est pas un problème de passer d'un système de modélisation à l'autre. Le tout, c'est d'avoir les contraintes et tout. Puis ensuite, il y a un MOOC auquel j'ai participé de mon ancienne université, donc par le professeur Pierre Chose, qui lui va plus expliquer le fonctionnement des solveurs. Donc, si vous voulez vraiment voir l'intérieur du solveur, c'est plutôt ce MOOC-là qu'il faut suivre. Et alors, on fait partie de l'association, donc il y a une association de programmation par contrainte qui existe dans le monde, et on a notamment une chaîne YouTube sur laquelle on essaye de mettre des vidéos de présentation d'articles, de tutoriels et tout ça, qui sont dessus. Et alors, notamment, à Leuven, nous avons fait la dernière Summer School de l'ACP, donc une semaine de cours intensifs pour les doctorants. Et nous avons filmé chacune de ces présentations, et elles se trouvent notamment sur cette chaîne YouTube. Et alors, c'était une summer school vraiment dirigée vers l'hybridation entre la programmation par contrainte et le machine learning. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir aussi. Et donc, merci de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et alors, les slides de ma présentation sont disponibles sur mon site web si jamais. Et vous pouvez toujours m'envoyer des questions si jamais vous en avez après la présentation. Il n'y a pas de problème. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Hélène, de nous avoir présenté la programmation par contrainte qui se rapproche, comme vous l'avez dit, de l'idéal. Il s'agit juste d'expliquer le problème à l'ordinateur et puis de résoudre. C'est la phase des questions. Nous allons suivre quelques règles. Ceux qui veulent poser des questions peuvent lever leur main. Et je vous prie de ne pas baisser la main si votre question n'a pas encore été prise en compte. Par contre, si un intervenant a déjà posé une question similaire à la vôtre, ou si vous avez déjà eu satisfaction après une intervention, vous pouvez baisser votre main. Lorsqu'une question est posée, l'oratrice va se charger d'y répondre avant qu'on ne passe à la suivante. Donc, d'abord, je vais regarder dans le chat. Ceux qui veulent poser des questions, levez vos mains, s'il vous plaît. OK. OK, les questions dans le chat. Il y a Lisolo qui demande quels sont les langages de programmation couramment utilisés pour la programmation par contrainte. Là, vous avez parlé de Python. Il y a d'autres langages. Oui, donc en fait, il existe plein de solvers différents de programmation par contrainte, et chacun de ces solvers est écrit dans le langage un peu de prédilection, j'ai envie de dire, du programmeur principal. Donc notamment, moi j'ai travaillé, durant ma thèse, je travaillais sur un solver écrit en Scala.
Il y a également un solver, donc dans le MOOC ici, le professeur Pierre Chose a créé un mini solver, donc un solver vraiment minimaliste en Python, pas Python, en Java. Il y a également des solvers en C++, comme Shuft. Donc il y a vraiment une variété de solvers. D'ailleurs, on a une page Wikipédia sur la programmation par contrainte qui reprend déjà une liste de quelques solvers avec les langages attachés. Donc, il y a un peu de tout. Et alors, il y a des librairies et il y a entre autres CPMPy donc, qui lie à plusieurs solvers de langages différents, mais également donc, les MOOC qui sont basés ici, ils sont basés sur le langage de modélisation Minizinc, qui lui aussi target plusieurs langages, plusieurs solvers avec différents langages aussi. Donc, c'est aussi, grâce à ces librairies de modélisation, c'est aussi facile de ne pas forcément être dépendant d'un certain langage en particulier pour la programmation par contrainte. Mais donc, oui, il y a une variété de langages différents. D'accord, merci. Il y a quelqu'un qui dit, de ce que je constate, on ne parle généralement que des contraintes. On définit l'environnement, les variables, les contraintes. On appelle le solver pour faire le travail. Est-ce possible qu'on puisse voir l'algorithme? Bon, vous avez déjà pris en compte cette question. C'était lors de la présentation que ça a été posé. Mais tout à l'heure, quand on a parlé des langages de programmation, vous avez parlé des solvers. En gros, c'est quoi un solver? Qu'est-ce qu'on peut prendre comme un solver? Alors, le solver va être un logiciel dans un certain langage. Et alors, il y a pas mal de ces logiciels, de ces solvers qui sont open source. Donc, par exemple, le solver que nous développions à l'UCL, il est open source, donc il est disponible sur GitHub. Et si jamais vous êtes intéressé par aller voir exactement l'implémentation de la contrainte all different dans ce solver-là, vous pouvez toujours aller sur GitHub, regarder le code et regarder le code de cette contrainte-là. Et il y a beaucoup de solvers qui sont justement en open source pour montrer justement tout ça. Et il y a également plein d'articles, des articles scientifiques. Chaque fois qu'un nouvel algorithme est développé pour une contrainte, on va publier un article dessus qui montre des expérimentations et qui explique le pseudocode de cet algorithme. Donc ça, vous pouvez également regarder dans la littérature les différents papiers qui existent et qui définissent ces algorithmes. Ok, là, nous allons prendre Rihanna. Vous pouvez activer votre micro et poser votre question directement, s'il vous plaît. Rihanna Bankole. Activez votre micro, s'il vous plaît. Ça va, vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bon. Allez-y. Oui, merci beaucoup, madame, pour votre présentation. J'ai vu que vous avez parlé plus de l'arbre de décision. Je voudrais savoir si on peut emphasiser ça sur le problème de random forest. Alors, j'ai un collègue qui a travaillé sur les random forests. Ce qui se passe en fait avec les random forests, donc j'avais commencé un peu avec un étudiant en master à explorer ça. En fait, si on définit plusieurs arbres d'une même manière et qu'on va avoir le problème défini sur plusieurs arbres en même temps, ce qui nous est arrivé, en fait, c'est que chacun des arbres prenait quasiment la même forme. Et donc, la random forest était juste au début plusieurs fois le même arbre. Donc, c'est ça aussi que notre étudiant avait oublié un peu de mettre des contraintes pour s'assurer qu'il y avait une diversité entre les différents arbres de la random forest. Et donc, ce qu'on a fini par faire là-bas, c'est utiliser notre modèle qui nous générait un arbre de décision, et on l'a utilisé à l'intérieur d'un algorithme de génération par colonne. Sauf qu'à la place de générer des colonnes, on générait en fait des sous-arbres.
et on modifiait, on donnait des poids à chacun de nos exemples dans notre base de données, et ça nous donnait un arbre différent chaque fois qu'on le générait, et on rajoutait un poids à cet arbre, et ça nous donnait à la fin une random forest qui fonctionnait. Et donc ça, ce travail a été repris par un de mes anciens collègues qui vient également du Bénin, donc Gaël Aglin, qui l'a vraiment publié, qui l'a vraiment formalisé à la fin. Donc oui, c'est possible d'utiliser la programmation par contrainte pour justement créer des random forests. C'est aussi possible. Voilà. D'accord. Yana, vous pouvez baisser votre main. Nous allons prendre à présent la question de Monsieur Akoteni. Allô, vous me recevez? Allô? Oui, allô, vous me recevez? Oui. Bien sûr. Très bien. Merci pour la présentation, très belle présentation. Bon, moi, j'ai, disons, 3 questions. Je pense que je vais y aller. Pour la première question, en fait, je viens de débuter des cours sur tout ce qui est technique de modélisation de problèmes. Et ce que nous voyons dans ce cours-là, c'est comment modéliser des problèmes de la vraie vie comme ça. Déjà, en première étape, faire les équations mathématiques. Ensuite, on va essayer de discréditer avec le concept de maillage. Puis, nous allons utiliser des méthodes numériques pour résoudre des problèmes en chacun des points du domaine d'étude. Ma question est la suivante. Y a-t-il un lien entre cette approche que je suis en train d'étudier au cours et la programmation par contrainte? Ou est-ce que ces deux types de modélisation-là sont totalement différentes? Maintenant, s'il y a un lien, est-ce que vous pouvez m'éclairer sur la nature de cette relation? Donc, il y a un lien, puisque en programmation par contrainte, toutes les contraintes mathématiques existent également. Donc, tu pourrais faire tourner ton modèle mathématique par un solveur de programmation par contrainte. Ça marche aussi. Et alors, la différence entre les deux, c'est juste que pour modéliser, pour créer ton modèle de programmation par contrainte, au lieu de penser contraintes mathématiques, tu dois juste avoir en tête à la place les contraintes globales qui existent dans la programmation par contrainte et penser à ces contraintes-là lorsque tu fais ton modèle. Donc, si tu as le sudoku, je reprends l'exemple du sudoku, si tu remarques que ben voilà, toutes tes variables doivent prendre des valeurs différentes, quand tu as le mindset de la programmation mathématique, ben, tu vas dire, OK, on va faire X différent de Y, et ainsi de suite. Mais par contre, quand tu es en mode, je vais faire un programme de programmation par contrainte, tu dois penser directement à, ben, on a notre contrainte all different, et on va utiliser all different. Mais le principe de modélisation en lui-même, donc trouver les variables, trouver les domaines, trouver les contraintes, va être le même que tu cherches un modèle d'optimisation linéaire ou un modèle d'optimisation par contrainte. Tu vas juste avoir en tête un différent ensemble de variables, un différent ensemble de domaines utilisables et un différent ensemble de contraintes qui vont être utilisables. Mais la manière de penser, d'abord regarder qu'est-ce qu'on a comme variable, puis ensuite regarder qu'est-ce qu'on a comme domaine, représenter notre solution et puis ensuite définir les contraintes de telle sorte que ça nous donne une solution correcte, mais ça va être la même chose. C'est juste que il faut vraiment penser aux autres contraintes qui existent en programmation par contrainte. Ok, nous allons passer à une autre question. Je ne sais pas si Généreux est satisfait. Oui, c'est bon pour moi, pour cette réponse. Mais j'ai 2 autres questions que j'aimerais mettre. Je pense que nous allons revenir à toi tout à l'heure. Nous allons prendre quelques questions d'abord dans le chat. D'accord. Ok. Merci. Et il y a Léonce qui demande quelles sont les librairies Python généralement utilisées pour faire de la programmation par contrainte. Alors, des librairies Python pour faire de la programmation par contrainte, on va pas vraiment en avoir directement. On va plutôt avoir des interfaces Python vers des solveurs. Donc, par exemple, le solveur ORTools, qui est développé par Google, ils ont une interface Python qui mène vers leur solveur. Je crois que leur solveur est écrit en C++. Je ne suis pas sûre à 100%, mais il n'est pas écrit en Python. Et alors, ces interfaces vont pouvoir vous permettre d'utiliser les éléments de programmation par contrainte dans vos codes. Et c'est ça aussi, la librairie CPMPy, c'est le but aussi qu'on a envie, c'est qu'on supporte des solveurs qui ne sont pas écrits en Python, mais on fait le lien, on a une interface Python qui va vers ces solveurs et qui permet justement d'avoir l'utilisation de solveurs écrits en d'autres langages dans des codes en Python
pour notamment, si vous voulez intégrer avec de l'intelligence, enfin d'autres méthodes de machine learning, par exemple. Là, c'est beaucoup plus facile en Python, puisque toutes les autres comment dire, les librairies principales de machine learning sont quasiment toutes en Python. Donc, ouais. D'accord, merci. Une autre question, existe-t-il des applications d'accès libre pour faire... Non? Existe-t-il des applications d'accès libre pour des non-programmeurs de faire de la programmation par contrainte? Est-ce que ceux qui ne sont pas programmeurs peuvent faire de la programmation par contrainte? Je pense que c'est la question. Alors, je sais qu'il existe peut-être l'un ou l'autre site web dans lequel tu peux mettre ton modèle mathématique, mais ce qui s'en rapproche le plus, c'est les librairies de modélisation qu'on a. Donc, par exemple, Minizinc, donc justement du mot ici qui est affiché. En fait, en Minizinc, tu définis ton modèle dans un format, dans un fichier. Et tu ne programmes pas, tu le décris suivant un certain formalisme, tu ne programmes pas, et puis après tu l'envoies comme input à un programme qui est le solver et qui va te créer un fichier avec la solution dedans. Donc ça, c'est le plus proche, on va dire, ouais, je dirais que c'est le plus proche pour ceux qui ne programment pas et qui ne sont pas habitués à programmer et à utiliser les interfaces Python, par exemple. Là, si tu installes le programme Minizinc, tu vas avoir tu vas avoir une interface dans laquelle tu peux écrire, tu vas avoir un notebook en fait, dans lequel tu vas pouvoir écrire ton modèle suivant le formalisme qui est demandé par Minizinc, et tu peux appuyer sur un bouton Solve et il va te générer la solution, si je me souviens bien. Donc ça, je crois que c'est le plus facile, pour lequel tu ne dois pas chipoter et que tout est dans un seul programme, quoi. D'accord. Celui qui a posé la question vous remercie. Vous envoie des félicitations. Il y a une question de Romaric qui dit quels sont les problèmes d'optimisation sous contrainte? En général, il y en a plein. Donc, il y a déjà tous les exemples ici que j'ai montrés, mais il y a également les tournées de véhicules. Donc, Amazon, par exemple, quand ils doivent livrer leurs colis, ils doivent générer plusieurs. Donc, ils ont tout un tas de colis. Ils doivent arriver à les faire rentrer dans leur camion et arriver à faire la tournée de toutes les adresses qu'il faut. Il y a également tout ce qui est production, planification. On peut également avoir tout ce qui est faire des horaires. Donc, dans les hôpitaux, par exemple, faire les horaires des infirmières. Il y a également des contraintes là-dessus. Par exemple, elles ne peuvent pas travailler plus que 3 jours d'affilée, ou elles ne peuvent pas faire plus que X heures sur X jours. Également qu'elles ont envie d'être en congé tel jour parce qu'elles ont leurs enfants ou quelque chose comme ça. Donc, il y a vraiment plein de problèmes partout. Chaque fois qu'on a quelque chose de restrictif sur la solution, c'est une contrainte. C'est vraiment ça. Mais il y a tellement d'exemples que je ne peux pas non plus tous les citer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Graph coloring, par exemple. Quand vous créez une map et que vous voulez que chacun des pays ait une couleur, ou chacun des régions ait une couleur qui est différente de la région à côté, c'est une contrainte, le fait de dire que les deux couleurs doivent être différentes. Voilà, vous avez un problème d'optimisation. Donc, ouais, il y en a vraiment partout. Le fait d'arriver à faire ses courses au magasin pour moins que 50 euros, mais en ayant tous les produits et jouer avec les promotions et tout ça, ça peut aussi être formulé comme un problème d'optimisation et sous contrainte. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de trucs, quoi. D'accord, merci. Une question de Credo qui dit: on remarque que le solver retourne les possibles solutions pour un problème. Je voudrais savoir à quel moment est-ce qu'on arrive à trouver la solution optimale. Alors, à quel moment est-ce qu'on trouve la solution optimale? On n'a aucune garantie de quand est-ce qu'on va trouver la solution optimale. Pourquoi? Parce que si on en avait, ce serait facile et donc les problèmes ne seraient plus NP complets.
Donc, en fait, il est impossible d'avoir des garanties sur quand est-ce qu'on va trouver la solution optimale. Par contre, pour certains problèmes, donc par exemple le problème, le RCPSP que je vous ai montré, donc le problème de scheduling des tâches, on sait que si on utilise une heuristique qui va essayer de placer le premier élément en premier, puis l'élément suivant sera celui qui peut être placé le plus tôt possible, et ainsi de suite, qu'on aura une bonne solution, une solution correcte relativement tôt dans la recherche. Mais on n'a vraiment aucune garantie de où se trouve l'optimal. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de recherches qui est faite justement sur améliorer les heuristiques de valeurs et les heuristiques de variables pour justement essayer de ramener cette solution optimale le plus tôt possible dans l'arbre de recherche. Mais dans tous les cas, si on tombe sur cette solution optimale, pour dire qu'elle est optimale, on est obligé de vérifier l'entièreté de l'arbre de recherche. Puisque tant qu'on n'a pas cherché toutes les solutions, on n'aura pas la garantie que cette solution-là est vraiment la meilleure. Donc, il y a des problèmes où les heuristiques nous tombent, dans 99% des cas, la première solution est la meilleure solution, mais il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie et c'est ce qui fait des bonnes heuristiques. Les bonnes heuristiques vont arriver à mettre la meilleure solution en premier dans l'arbre de recherche, mais la garantie d'optimalité ne sera appliquée que lorsqu'on aura vérifié tout l'arbre. Et donc, c'est pour ça que nos heuristiques de recherche, on va essayer qu'elles soient efficaces dans le sens où elles vont essayer de trouver la solution en premier, mais en même temps, on va chercher à ce qu'elles réduisent le plus possible l'arbre de recherche. Comme ça, on aura moins à visiter pour justement trouver la solution optimale. D'accord, merci. Il y a deux questions qui se ressemblent. Je pense que c'est la question de Léonce et celle d'Herman. Léonce demande, en face d'un problème de classification, quel élément peut nous guider à choisir la programmation par contrainte au lieu de l'apprentissage supervisé? Et Herman qui dit, la programmation par contrainte n'est pas du machine learning. Peut-on utiliser la programmation par contrainte pour résoudre des problèmes pris en compte par le machine learning, la classification, la régression, le clustering, les règles d'association, etc. Et qu'est-ce qui peut nous pousser dans ces cas d'utiliser la programmation par contrainte au lieu du machine learning? Alors, en effet, la programmation par contrainte, ce n'est pas la même chose que le machine learning. Donc, on ne va pas avoir les mêmes éléments. Mais la programmation par contrainte peut aider à créer les algorithmes de recherche, d'apprentissage automatique, comme je l'ai montré ici avec les decision trees. Mais dans tous les cas, la méthode de machine learning qui va aider pour la classification, ce n'est pas la programmation par contrainte, c'est l'arbre de décision. C'est juste que cet arbre de décision, on l'a créé grâce à la programmation par contrainte. Mais il y a d'autres méthodes qui créent ces arbres de décision, par exemple des algorithmes gloutons ou d'autres types d'algorithmes. Et ça va être la même chose pour les algorithmes de classification, les méthodes de régression, d'apprentissage et tout ça. Mais il y en a certaines où la structure qui va permettre de faire cette classification ou quoi, on pourra peut-être la créer grâce à la programmation par contrainte, mais ce n'est pas la programmation par contrainte en elle-même qui va faire cette classification. C'est plus la programmation par contrainte va être là pour aider la méthode de machine learning. Et alors, moi, je travaille également sur un projet pour le moment où on travaille avec des réseaux de neurones pour trouver des solutions à un problème. Et en fait, ces solutions de problème, on veut qu'elles respectent certaines contraintes. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise aussi un solveur de programmation par contrainte lors de l'entraînement de notre réseau de neurones pour donner un calcul de loss, un calcul de perte, qui est plus, plus accurate, plus précis, et qui va permettre à ce que le réseau de neurones apprenne mieux, car il a également un avis de la part du solveur de programmation par contrainte vis-à-vis de la perte qu'il utilise. Et c'est la même chose, on utilise le solveur de programmation par contrainte pour aider à la création de l'outil pour faire la classification ou pour faire la prédiction, mais l'outil en lui-même de prédiction ou de classification ou tout ça ne va pas être la programmation par contrainte directement. D'accord, merci. Nous allons aller rapidement
Et je vais permettre à Souleymane de poser oralement sa question. Ok, bonjour, madame. Oui, Merci pour la présentation. Bon, j'ai droit à combien de questions? Une question. Une seule question, s'il vous plaît. D'accord. Bon, dans ce cas, bon, je voulais savoir quelle est la différence entre la méthode d'arbre de recherche et la méthode de branch and bound. Alors, c'est très proche, donc c'est inspiré, l'un est inspiré de l'autre. Donc ici, moi, je vous ai montré un peu la méthode, enfin l'aspect générique d'un arbre de recherche. Mais en fait, le branch and bound et la manière dont l'arbre de recherche est fait sont très très liés en fait. Le branch and bound, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir en plus cet aspect de borne, de lower bound et de upper bound, qui vont aider en plus à couper certains des nœuds. Ici, les nœuds, ils ne sont pas coupés à cause d'une borne directement, ils sont coupés parce que les contraintes ont montré que c'était infaisable. Mais la borne, en fait, quand on est dans un problème d'optimisation, la borne, en fait, va être intégrée comme une nouvelle contrainte. Donc ici, si on trouve une nouvelle solution et que son optimum est de 5, on va en fait rajouter que la variable qui représente l'optimum doit être plus petite que 5, qui est le meilleur qu'on a trouvé, et on va ajouter cette nouvelle contrainte. Et donc, ce qui se passe, c'est que si ici, cette variable de l'objectif, sa borne inférieure, à un moment arrive à 6, 6 ne sera jamais plus petit que 5. Donc là, en fait, la contrainte va faire en sorte que la variable qui contient la valeur optimale va en fait ne plus avoir de valeur dans son domaine et va en fait fail ici. La différence aussi avec le branch and bound, généralement, c'est utilisé plutôt avec la programmation entière. Et la programmation entière, elle ne va pas aller filtrer les valeurs des domaines. On va avoir un sous-problème auquel on aura rajouté une nouvelle borne ou quoi. Et elle va chercher une solution et elle va dire, OK, est-ce qu'il y a une solution ou pas? Alors qu'ici, c'est plus un processus qui est itératif, dans le sens où chaque fois qu'on arrive ici et qu'on a retiré un certain nombre de variables, on va trouver, sans avoir fixé toutes les autres variables, on va savoir dire qu'il n'y a pas de solution. Et donc, ça va être un peu différent, mais c'est très, très semblable, dans le sens où on va aussi fonctionner est-ce qu'on a une solution ou pas, quoi. Donc, voilà. L'idée générale est un peu la même, mais il y a quelques petites différences. Voilà. D'accord, merci. Je vois qu'il y a d'autres questions qu'on ne pourra malheureusement pas prendre en compte. Je vais demander à Dr. Hélène de laisser son adresse email dans le chat pour ceux qui voudront bien poursuivre la discussion avec elle. Merci pour vos différentes questions. Merci pour les réponses plutôt très claires et limpides. Si vous avez aimé ce webinaire, je pense que vous aimeriez sûrement nos prochaines activités et opportunités, à savoir les 2 prochains épisodes sur le même thème, c'est-à-dire au-delà de l'apprentissage automatique. Quelles sont les autres approches? Bien évidemment, ça ne va pas porter sur le même sujet. Donc, le prochain épisode, ce sera en décembre. Et ensuite, on aura un autre épisode en janvier. Et au sein de la Fondation, nous allons également procéder à la valorisation de vos mémoires. Pour ceux qui ont écrit leur mémoire, qui portent sur l'intelligence artificielle à partir de décembre, l'opportunité vous sera donnée de pouvoir envoyer vos mémoires. Les meilleures mémoires seront sélectionnées et valorisées par la FRIA. Et il y aura aussi, par la même occasion, la valorisation des étudiants talentueux en intelligence artificielle. Pour moi, nous avons eu une séance enrichissante sur la programmation par contrainte avec des exemples concrets sur CP MPy. L'oratrice nous a parlé
du robot explorateur, ce qui m'a beaucoup plu. Elle a parlé de l'art de modéliser, et comment est-ce que le solveur résout avec l'algorithme de point fixe, le filtrage, l'exploration de l'arbre de recherche, c'est quoi un échec. Lorsqu'il y a l'échec, on battra, on revient en arrière. Avec les heuristiques, on pourra choisir quelle variable, à quelle variable on fixe quelle valeur et tout. Elle a également parlé de l'application de la programmation par contrainte dans les domaines connexes à celui de la programmation par contrainte en ce qui concerne les systèmes d'intelligence artificielle. Elle a parlé des éléments fréquents, des arbres de décision optimaux. Donc, pour moi, franchement, nous avons appris, nous avons échangé, exploré, et ça n'a pas été sans vous, c'est grâce à vous que, en compagnie de l'expert, ce webinaire a été un succès et j'aurais voulu que ce genre d'occasion se multiplie. Mais nous sommes aussi intéressés à avoir vos retours. Donc, dans vos mails, il y a un message qui vous est envoyé. Là, vous verrez un formulaire de satisfaction. Donc, c'est pour avoir vos feedbacks par rapport à ce webinaire. Je vais chercher le lien que je vais vous laisser également dans le chat. Je vais vous laisser dans le chat. OK. C'est fait. Vraiment, c'est un plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous tous. Et une fois encore, merci de nous avoir donné de votre temps. Quelques temps après le remplissage de ce formulaire, nous allons mettre à votre disposition des attestations et vous pouvez les valoriser comme vous l'entendez en partageant par exemple sur les réseaux sociaux. Visiblement, nous sommes presque à la fin. J'aurais aimé que la séance soit prolongée, mais l'une de nos valeurs justement au sein de la FRIA, parce qu'il s'agit de l'éthique, c'est la crédibilité. Je vais donc me contenter de vous remercier et j'exprime ma gratitude à ce beau monde en ligne du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas donné, on ne prend pas cela pour acquis. C'est plus de 80 personnes quand même qui sont restées connectées du début jusqu'à la fin. Un merci spécial à Dr. Virag. Merci aux participants. Mille merci d'avoir été si nombreux. Et c'est vous qui nous encouragez à multiplier ce genre d'opportunités, de partager à votre endroit beaucoup d'autres événements. Je remercie aussi les organisateurs de l'événement, le programme Aware Africa, le programme RI Africa, le département Haïti, celui de la communication et également celui de la recherche et innovation au sein de la FRIA. Je remercie également tous les autres départements que je n'ai pas mentionnés. Je remercie également le leader du département recherche et innovation qui m'a déchargé pour que je puisse modérer cette séance. Merci à tous les membres de la FRIA et spécialement au docteur Attel pour son leadership sans pareil. Merci, docteur, de nous fédérer autour de cette fondation. Donc là, nous allons passer à la photo de famille. Donc, nous allons allumer nos caméras et je vous prie de montrer votre plus beau sourire. Merveille, c'est bon avec les caméras? On peut arrêter le partage d'abord. Mais souriez, s'il vous plaît.
Ou vous n'êtes pas content? Souriez, voilà. C'est bon pour la photo? Ok, super, super. D'accord. Ok, mais bon. Merci encore une fois et bon week-end à vous. Merci. Au revoir. Ça va.